c'est lui, le nouveau directeur général des élections. Bien évidemment, après la réforme politique qui consacre l'existence désormais de la DGE, qui va donc préparer les élections aux côtés du Conseil électoral au sein de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Dans le même temps, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a rencontré cette semaine les représentants des différents partis politiques dans le cadre de la confection de la liste électorale. Vous le savez, nous irons aux élections législatives et bien d'autres élections également, avec désormais la liste électorale informatisée l'EI qui vient en substitution à la liste électorale permanente informatisée l'EPI qui, elle, a expiré après donc 10 ans de vie conformément à la loi. Sommes-nous en bonne voie pour avoir des élections législatives apaisées, transparentes et surtout crédibles? La question est au cœur de ce débat qui reçoit pour vous sur ce plateau Alain Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes ancien ministre, vous êtes donc actuellement membre du parti Foscori pour un Bénin émergent. Et quand on dit ancien ministre, il faut le rappeler, vous avez été ministre en charge des relations avec les institutions sous le président Mathieu Kérékou. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi qui vous remercie et je salue les téléspectateurs. Merci donc d'être là. Éric Martin Sangan, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes acteur politique également, membre du bureau politique du parti L'Union progressiste. Vous êtes juriste consultant. Merci aussi de votre présence sur ce plateau. Merci à vous et merci à mon professeur Moussa Diou Voilà. pour l'honneur que j'ai de partager ce plateau avec lui. Mes sincères salutations aux chers téléspectateurs et à l'ensemble des Béninois. Justement, et parlant des téléspectateurs, eux aussi on pouvoir voir au chapitre dans ce débat, ils peuvent donner leurs avis sur le numéro qui est affiché à l'écran. Vous pouvez nous envoyer des messages WhatsApp ou des SMS simples, mais uniquement des messages texte, pas d'audio ni d'appel, surtout dans ce débat. Alors, je le disais tout à l'heure, nous connaissons désormais le directeur général des élections. Alain Diou, est-ce que là, à quelques mois des élections, puisque la presse en parlait déjà, on s'interrogeait de savoir comment est-ce qu'on peut aller aux élections sans connaître les différents acteurs qui vont être impliqués ou qui sont impliqués dans la préparation de ces élections-là, est-ce que c'est une bonne nouvelle de connaître déjà le nouveau DGE? C'est une très bonne nouvelle d'avoir une direction générale des élections. C'est une nouvelle un peu plus préoccupante que d'avoir à ce poste pour la première fois quelqu'un qui est membre fondateur d'un des partis politiques du chef de l'État. Qu'il vous souvienne que nous avions une Sénat composée comme elle était composée et actuellement c'est une Sénat à 2 grands organes, vous l'avez rappelé tantôt. Le premier responsable, le président du Conseil électoral, c'est un ancien ministre de l'Intérieur, membre de l'un des partis qui soutiennent le président de la République, l'Union progressiste. Celui qui vient d'être désigné directeur général avait été déjà désigné par son parti pour siéger parmi les 5 du Conseil électoral, comme représentant de son propre parti politique. Et puis, quelque chose s'est passé, les bruits de couloir que nous avons entendus, c'est qu'on lui a demandé de démissionner en lui donnant l'assurance qu'il deviendrait le DGE. Et il est devenu le DGE. Je ne le connais pas personnellement, mais je le crédite d'une rigueur technique. Donc, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Déjà, c'est une bonne chose pour la nation que nous ayons des structures relativement correctes. Mais l'inquiétude, c'est qu'il n'y a que ces 2 forces présentes à l'Assemblée nationale qui gouvernent complètement les élections. On verra bien ce que les choses vont donner avec le temps. D'accord. Éric Martin Sangan, est-ce que c'est une bonne nouvelle de connaître déjà le nouveau directeur général des élections? Nous sommes dans un contexte de réforme de tout le système électoral. C'est des innovations en effet à saluer, que déjà aujourd'hui on connaisse le nouveau directeur général des élections qui est là pour un mandat d'environ 5 ans, exactement comme le Conseil électoral d'ailleurs. Je reconnais que M. Abou Boukari, politique que nous connaissons,
Je suis d'une formation politique qui soutient également les actions du chef de l'État, mais je ne suis pas d'une formation politique appartenant au chef de l'État. Moi, je dis mon parti politique n'est pas l'appendice de la présidence de la République. Cela étant, je voudrais revenir sur cette appréciation-là du ministre, de mon professeur, que de dire que c'est seulement les partis proches du chef de l'État qui sont représentés à la Sénat. Je crois que l'opposition a aussi un représentant qui a été désigné par le chef de file de l'opposition et qui siège, je crois bien, dans cette institution-là. Par ailleurs, je voudrais quand même qu'on constate qu'on ne peut travailler qu'avec des Béninois et que ceux qui sont là sont quand même des Béninois qui ont à cœur, autant que moi et le ministre, d'un meilleur avenir pour ce pays et qui ne vont pas s'amuser avec cette mission-là pour plaire à une formation politique ou à un homme public, je crois. Je crois également que ce qui devait être leur leitmotiv, c'est vous m'avez désigné, et puis cette fois-ci ils sont désignés, je ne vous reconnais plus. Je suis en mission pour mon pays, j'ai accompli ma mission tant bien que mal. Donc, nous n'avons pas pour le moment des raisons de douter de leur impartialité, des raisons de douter de leur efficacité dans la mission qui leur est confiée. Qu'est-ce que ça nous rapporte aujourd'hui? Toute cette réforme-là, qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Ça nous apporte, ce n'est pas le ministre qui va me démentir. Il lui est temps, c'est à quelques encablures des élections, que la bagarre de désignation des membres de la Sénat commençait à l'Assemblée. Et les jeux de couloir et qui doit contrôler et tout ça, nous savons ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous avons un organe technique avec quelqu'un qui est responsable de cette activité-là et qui pourra répondre en cas de page, qui pourra répondre très devant les tribunaux s'il y avait faute. Donc je pense qu'a priori, nous n'avons pas à douter, nous n'avons pas à craindre jusqu'à ce qu'ils nous apportent la preuve de leur inefficacité ou de leur incohérence avec le rôle ou les fonctions qui sont les leurs. Merci. Très bien. Il faut bien quand même des acteurs politiques pour parfois faire des travaux typiquement politiques. Dans ce contexte, est-ce que l'appartenance politique d'une personne qui dirige une telle structure, la Direction générale des impôts, peut influencer négativement ses activités? Alain Diou. Oui, il aurait fallu préciser une chose à travers la loi, et je le souhaite vivement. Le ministre Saka Lafia représente l'UP. Il n'a pas besoin de dire qu'il met en suspens sa présence, sa fonction. Il est vice-président à l'UP, n'est-ce pas? Il y a un autre qui représente le BR dans le conseil électoral. C'est un organe politique. Mais le DGE étant une fonction technique, il aurait fallu indiquer dans la loi que quelle que soit la personne, quelle que soit la couleur politique de la personne, une fois que ces personnes-là, elles sont 6, c'est normal qu'elles aient des couleurs politiques. Très bien. C'est normal. Mais une fois désignées sur la base de leur technicité, que publiquement, ils remettent le tablier de leur parti. Ils démissionnent, c'est ça? Pas forcément, mais ils mettent en réserve, tout au moins, que la loi permette qu'ils mettent en réserve, tout au moins, le temps de cette mission spéciale. Mon vis-à-vis a évoqué tout à l'heure une idée qui est très très importante, qui est dans la phrase d'investiture du président du Haut Conseil de la République, Monseigneur Isidore de Souza. Quand il donnait, il passait le témoin à ses successeurs, il a dit: vous avez été désignés, mais vous ne les reconnaissez plus. Vous devez faire votre travail au nom de la République. Au nom des républicains que vous êtes. C'est à peu près ça, n'est-ce pas? Il faut qu'il en soit ainsi, pour qu'on leur fasse confiance. Je veux rappeler, dans la loi, pour désigner notamment les 6 techniciens, une place importante est réservée au président du conseil électoral. Non seulement le processus de désignation passe par des étapes, mais à la fin, quand bien même les gens auraient été retenus
il est dit dedans, je n'ai pas le texte précis, mais il est dit dedans que le président du conseil électoral a un choix qui n'est pas forcément celui des autres. D'accord? Information pour information, quand le ministre Sakalafia a été dégagé de ses fonctions ministérielles et qu'il était pressenti pour être président du conseil électoral, je me suis rapproché de lui. Nous avons échangé. Qui ne connaît pas Adi Oualin au Bénin pour les questions électorales? C'est ça. Donc je me suis rapproché de lui et je lui ai dit, cher ami, ce poste m'intéresse bien. Je voudrais bien postuler pour être le directeur général, le premier directeur général des élections. On a souri, on a vu la situation, on a dit, mais qui peut discuter ça avec vous? Si vous fournissez votre dossier, etc., il sera sûrement bon. Mais à la fin, il a dit, mais vous savez, cher ami, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Et si vous n'étiez pas? Et il y a quelques jours seulement, j'étais en situation de discuter avec un ami du BR et un ami de l'UP. Et je me suis permis de leur rappeler ça. On a tous ri. Et l'ami de l'UP a dit, mais écoute, grand frère, mais ils ont bien fait. Si j'étais là, j'allais jamais vous prendre. Jamais vous donner ce poste-là. Pourquoi? Mais pour la petite précision, est-ce Pourquoi? que vous avez quand même cherché à postuler quand même Non, pour j'ai prouver refusé. le système? Non, j'ai refusé. J'ai contrôlé le système de loin. J'ai suivi tout le processus de loin. J'ai même écrit de petits textes là-dessus pour dire là où, au niveau du processus, là où le bas peut blesser, là où il peut y avoir des risques etc. Donc, l'ami m'a dit la dernière fois, mais ils ont bien fait. J'étais là, si j'étais là, je ne vous désignerais jamais. Et dit, pourquoi? Mais justement, vous ne viendrez pas contrôler. Je n'ai pas dit ça pour faire rigoler les gens. J'ai dit ça, non pas pour contredire ce que mon vis-à-vis a dit, parce qu'on a dit pratiquement la même chose, mais c'est pour dire que les nouveaux responsables des élections, notamment le directeur général des élections, il doit oublier sa provenance politique pour servir pour une première fois. Parce que ce débat a cours au Bénin depuis plus de 20 ans. Réformer la Sénat. Réformer la Sénat. Nous avons commencé depuis 2003, quand j'ai été au gouvernement. En 2004-2005, le dossier était prêt. Nous sommes en 2022, presque 20 ans. Donc il est temps aujourd'hui que nous ayons des techniciens, nous allons sûrement revenir à ça lorsqu'on va parler de la liste électorale, que nous ayons des techniciens d'un côté et des politiques de l'autre. De l'autre. Éric Martin Sangan, comment est-ce qu'on peut arriver à se départir de son manteau de politique lorsqu'on a peut-être pour mission de faire un travail purement électoral et surtout lorsqu'on est par exemple à la direction générale des élections, est-ce vraiment réaliste et surtout objectif de chercher à ce qu'un acteur politique qui provient d'un parti politique pour aller faire un travail puisse vraiment objectivement se départir de cette carapace-là et de se transformer peut-être en un homme nouveau? Se transformer en un homme nouveau, c'est trop dit. C'est trop dit parce que l'homme reste l'homme. Et c'est difficile pour l'homme de changer. Cependant, quand nous sommes investis d'une mission républicaine, les élections, organiser des élections, c'est une mission républicaine qui transcende avec toute appartenance à une formation politique, qui nous appelle, nous, à plus de responsabilités et à un regard plus conséquent sur l'avenir de la nation. Il nous revient donc de faire l'effort nécessaire de nous éloigner, de toutes les tendances, de tous les relents politiques qui pourraient subvenir. Reconnaissons d'ailleurs que depuis toujours, les membres de la Sénat ont toujours été des acteurs politiques. Nous en avons connu ça. Il y en a qui ont été très bons, il y en a qui ont été carents, mais qu'on veuille ou non, c'est toujours des politiques qu'on a désignés, mais qui, bon an, mal an, nous ont menés, ils nous ont conduits à des élections plus ou moins acceptées, plus ou moins transparentes. J'en voudrais pour preuve, et je salue d'ailleurs le professeur Tiando, qui quand même a été désigné par des élections présidentielles, d'abord des législatives, et ce gouvernement, le parti au pouvoir à l'époque, n'a pas pu gagner réellement les législatives, et encore moins a perdu lamentablement les élections présidentielles. Et pourtant, vous ne me diriez pas que le professeur Tiando n'était pas
n'était pas proche du chef de l'État, n'était pas... Et puis pourtant, il a organisé. Donc je pense que c'est bien possible que nous assumions les fonctions que la République nous confie, tout en nous départissant de ce que les gens appellent relents politiques ou nos calculs d'intérêt politiciens. La réalité est qu'aujourd'hui, c'est des Béninois, c'est des cadres béninois, c'est des techniciens qui ont été désignés. Ils sont pratiquement les pionniers de cette institution-là. Oui. Si le peuple doit continuer de faire confiance à cette institution, c'est dans leurs mains. S'ils le font mal, nous apprécierons. S'ils le font bien, nous en jugerons aussi. Je voudrais rebondir sur l'anecdote du ministre, ces échanges avec le ministre ou le président du conseil électoral. Oui, monsieur le ministre, c'est normal. C'est normal qu'il ait été assez sincère. Je le connaissant, c'est quelqu'un qui est d'une franchise relativement légendaire. Donc, c'est normal qu'il ait été assez sincère pour vous dire à la fin, mais nous sommes en politique. Parce qu'il aurait pu se taire, il aurait pu vous dire, allez-y, 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 et que vous auriez fourni peut-être le meilleur dossier, que vous ayez le meilleur profil, et que le politique décide autrement. Et qu'on veuille ou non, les élections, c'est des questions politiques. Et on estime quand même qu'on ne peut pas refuser l'interférence de la politique dans la désignation des personnes qui vont conduire ces élections-là. Obligation faite à ces dernières-là d'être républicains quand ils sont en fonction. C'est ça. Alors, Alain Diou, je voudrais nous ramener un peu dans les rôles qui incombent justement à la Direction générale des élections, j'allais dire des impôts. Elle assure la préparation selon le code électoral. Des élections plutôt, pas des impôts. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, justement. Oui, la Direction générale des élections, donc, assure la préparation et l'organisation des opérations électorales et référendaires. Elle élabore des projets de documents, d'actes et de procédures destinés à, d'une part, assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et d'autre part, garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. La DGE a aussi l'obligation de remettre dans les délais impartis les spécimens des bulletins de vote aux candidats et aux partis politiques prenant part au scrutin en vue des campagnes électorales ou référendaires. Elle est d'ailleurs la structure qui ordonne le budget de la Sénat. Est-ce que, vu tous ces rôles qui incombent à la Direction générale des élections, vous avez des raisons de douter ou de leur faire confiance? Je dis leur en faisant référence à cette équipe qui est installée. J'ai déjà répondu par rapport aux dernières questions que vous avez posées. Bon, je cherche un peu plus de détails. Que j'ai des inquiétudes, ce sont des inquiétudes normales qui découlent de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Si, par exemple, le nouveau DGE ne s'était pas du tout rapproché de la Sénat, notamment du Conseil électoral, hein, on dirait, OK, ils sont allés secouer un feutre et ils ont trouvé dans la casquette ce nom-là parce qu'ils sont passés, lui, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il était déjà désigné comme membre du Conseil électoral, éminemment politique. Et puis, on lui a demandé de se retirer. Il a démissionné de ce grand organe-là et on lui a promis qu'il sera le DGE. Et il est devenu le DGE. Peut-être parce qu'on a estimé qu'il est son dossier plus compétent. Son dossier est sûrement bon, etc. L'anecdote que j'ai donnée, qui était même une réalité, c'était pas pour devenir le DGE, moi, mais c'était pour, à la limite, pister, suivre un peu le processus et savoir. D'accord? Il est déjà là en tant que DGE. C'est le tout premier DGE. Il doit sûrement suivre, ou on va lui faire le point de cette émission-ci, ce que la nation béninoise lui demande, c'est d'être DGE et d'oublier pendant 5 ans qu'il est membre fondateur du BR et de nous faire ce travail-là. Parce que le Bénin... C'est réaliste? C'est réaliste, vraiment? Le Bénin, oui, c'est réaliste. Oui, c'est réaliste. Moi, je suis de l'opposition. Si on me désignait là, mon ami, il est de l'UP, si on le désignait là, il est capable de le faire. Donc, je soupçonne, je crédite le nouveau DGE de cette capacité-là. Je ne le connais pas vraiment, personnellement, mais je dis... Le poste qu'il vient d'avoir, la responsabilité républicaine qu'on vient de lui confier, lui impose ça. Vous avez lu les attributions, c'est immense. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Absolument. Ce n'est pas tout. Il gouverne une équipe, mais en réalité, c'est lui et lui seul
le chef de l'équipe. Donc c'est maintenant. Tout son passé doit concourir à ce qu'il donne à la République béninoise, tout ce que le Bénin lui a toujours donné et ce qu'il est capable aujourd'hui de donner, de laisser en héritage pour ses enfants. C'est un nom qu'on laisse d'abord. Donc qu'il nous fasse ce travail pour qu'on applaudisse. On a connu des élections difficiles. On ne va pas faire le point des élections aujourd'hui. La Sénat est un organe central au niveau des élections. Il est à souhaiter que, même si les provenances politiques sont de la même mouvance présidentielle, que les différents acteurs répondent de leurs fonctions régaliennes. Il est capable. L'équipe est aussi capable de faire tout ça. Nous avons le temps pour qu'il le fasse avec dextérité, professionnalisme et efficace. Au-delà de ces missions que je viens de citer, efficacité. La Direction générale des élections est aussi chargée de compiler les résultats en provenance des différents arrondissements, de gérer le personnel de la Sénat, de gérer les archives et la documentation. Ça fait quand même l'essentiel des tâches de la Sénat qu'on concentre à la Direction générale des élections. Oui, c'est pourquoi on parle d'organe technique. C'est pourquoi on dit que la direction est un organe technique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont là. S'ils sont là seulement pour nous organiser les élections parties, qu'est-ce qui justifie l'existence du Conseil électoral, qui en réalité supervise les élections déjà, comme le faisait la Sénat. Encore que la Sénat supervisait et organisait, les jouait en même temps le rôle, ils ont été déchargés en réalité. Il y a une décharge. Et si ça a été fait comme ça, c'est pour qu'il y ait plus de technicité dans l'organisation des élections. Donc je ne vois pas, il n'y a pas... On ne va pas organiser, on n'a pas une autre forme de scrutin à organiser encore ici. Et l'électorat, le nombre d'électeurs béninois est quasiment connu. Avec quelques fluctuations, quelques évolutions, c'est presque connu. Donc ce n'est pas un fait nouveau que de leur dire qu'ils ont tout ça là à gérer. Il n'y a pas de souci, a priori, ils doivent pouvoir le faire. Ils savent, c'est une mission, c'est un cahier de charges qu'on leur a présenté. Et ils y ont adhéré, donc ils doivent pouvoir le faire. D'accord. Il y a plusieurs téléspectateurs qui nous envoient des messages. Par exemple, M. Assogbajo Joe Denis Léopold estime que vos craintes, M. Adivou, sont fondées parce que l'opposition n'a pas vraiment de représentants dans les instances chargées donc de gérer l'organisation de ces élections. Maintenant que l'opposition a la chance de faire bouger les lignes en travaillant réellement sur le terrain et non à chercher à se victimiser. Vous aurez peut-être le temps d'opiner sur cette question. Un autre téléspectateur dit un sincère merci à M. Sangan qui, malgré sa casquette de mouvancier, contrairement à ces mouvanciers dont l'intervention sur les chaînes ne sont peut-être pas objectives, enfin, dont les interventions ne sont pas objectives. Il vous félicite, mais n'a pas signé le message. Un autre, Jueno Innocent, dit qu'il ne comprend pas pourquoi on tiraille autour des postes des différents responsables en charge de l'organisation des élections. Et il dit, est-ce que cela sous-entend qu'un responsable peut modifier les résultats des élections? Pourquoi est-ce qu'on a peur alors? Je vous envoie ces différentes questions-là d'abord, monsieur le ministre Alain Diou. Tout à l'heure, je disais qu'il y a eu des élections dont les résultats ont été des résultats difficiles. Je ne veux pas devancer les choses. Un jour viendra, on va faire le bilan des élections. Depuis la conférence nationale, on en a fait 7. J'ai décompté sur les 7, il y a 3. Vous avez vu mon geste. 3. Et je les ai datés. Je connais ces élections-là. Pour avoir été dans les couvents où j'ai été. Mais on dit d'accord. Ça dit cette élection présidentielle. Cette élection présidentielle. Oui, cette élection présidentielle. Qu'on peut, le mois venu, lorsqu'on va s'asseoir, toute considération conflictuelle laisser tomber, oui. Voilà, on va faire le bilan de tout ça. Donc, la responsabilité, elle est lourde. Oui, les craintes sont justifiées, mais ça ne veut pas dire que déjà, les gens sont fautifs. Le téléspectateur estime que, oui, de toute façon, lorsque les résultats sont bleus, c'est qu'ils sont bleus. Non. Et que l'opinion ou l'appartenance politique de celui qui est en charge de compiler les résultats ne devrait pas changer la donne, puisque c'est la donne du terrain. C'est peut-être un téléspectateur qui ne suit pas très bien la chose électorale. Peut-être. On peut manipuler les résultats. Je n'ai pas gardé le nom de cet auteur-là qui a dit, n'est-ce pas, les élections en elles-mêmes, c'est une chose. Les résultats, c'en est une autre. C'est une autre forme d'élection, hein, les résultats. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les résultats des urnes se rapprochent des résultats officiels proclamés? Il y a des choses à faire.
il y a vraiment des choses à faire. Depuis le bureau de vote, depuis l'affichage, il y a des choses à faire. On y reviendra probablement. D'accord? Mais c'est normal d'avoir des craintes. Ceux qui ont des craintes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire? S'organiser sur le terrain. Tout à l'heure, une question a abordé ça. Si vous me donnez l'occasion plus tard, je vais également préciser. C'est ça. Et il y a un autre téléspectateur, Syriac Azondekon, qui nous a écrit depuis Boycon et qui épouse complètement vos différentes idées. Il pense que normalement, la loi devrait prévoir un autre acteur qui ne soit du tout pas politique à la tête donc de la DGE. On va évoluer dans ce débat et parler de la confection de la liste électorale informatisée, la LEI. Qui vient donc, je l'ai dit dans l'introduction, en substitution à la LEPI. Éric Martin Sangan, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, a rencontré les différents responsables, enfin les représentants des partis politiques cette semaine pour leur expliquer les différentes procédures qui vont concourir à l'obtention de notre liste électorale pour les élections à venir. C'est vrai qu'il a annoncé que la LEI devrait être prête en septembre 2022, mais déjà, est-ce que vous avez l'impression que nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne la confection d'une liste électorale vraiment consensuelle? J'ai envie d'employer cet adjectif. Je pense que la personne à même de répondre à cette question, c'est le ministre Sadiou, parce que je me rappelle bien, on était encore tous jeunes à l'époque, mais c'est sous lui qu'on a fait la première expérience du recensement à vocation électorale, le RAVEC, je crois. Il se fait comme par hasard que c'est encore le technicien, le cadre à qui il avait confié cette responsabilité-là, qui continue à ce jour, je crois, si je ne m'abuse, monsieur le ministre, qui continue à ce jour de coordonner l'ANIP. C'est prévu. Les tests l'ont dit que la LEPI a une validité de 10 ans. 10 ans. La LEPI a fait son petit bonhomme de chemin avec ses hauts et ses bas, avec ses problèmes et tout ça. Maintenant, nous sommes en train d'en finir et aujourd'hui, on va à la LEI. Mais il faut reconnaître que c'est le même processus toujours qui continue avec des améliorations en réalité. Des améliorations en réalité. Et je crois que le système électoral béninois continue de faire son petit bonhomme de chemin et va vers son affaiblisation. Comprenez? Nous finirons par avoir des élections normales. Je ne peux pas dire que tout ce qui se passe là est normal de 90 ou de 91 à ce jour. Je ne pourrais pas le dire. Comme l'a dit le ministre, les élections en sont une chose, les résultats en sont une toute autre. Moi, j'ajoute une toute autre. Voilà. Donc, mais je pense que nous sommes en train de marcher vers le meilleur. Le pas continue d'être fait. Et si nous avons le courage d'avancer dans cette direction, nous finirons par avoir des élections complètement parfaites. D'accord. Alain Léo, sur la question de la confession de la LEI, avez-vous des inquiétudes? Une petite indulgence, vous me donnez quelques minutes pour aller un peu plus en détail, si vous vraiment me permettez. C'est pour les téléspectateurs et pour l'histoire. Oui. L'expression LEPI, le concept LEPI, liste électorale permanente informatisée, n'est pas de mon cru, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un député de la... en 1999, Nathanaël Ba, à qui je rends hommage, dans un article, je ne sais plus lequel, 11 ou je ne sais pas quoi, de la loi 94 quelque chose, a dit que les élections au Bénin se déroulent sur la base d'une liste électorale permanente informatisée, en 1999. Jusqu'en 2003, il y a eu un essai en 2002 par le ministère du Plan à ce moment-là, et nos partenaires de développement n'ont pas apprécié la chose. En 2003, il y a une nouvelle confection, une nouvelle élaboration du projet, et en 2004, le projet était disponible. On a fait des tours à l'étranger pour voir des exemples de réussite, notamment celui qui nous a inspiré le plus, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud. Et quand on est arrivé, qu'on devait démarrer, on a proposé on doit faire un recensement. Le recensement qu'on doit faire, s'il est bien fait, il doit en sortir une base de données. C'est la base de données qui est permanente, avec quelques modifications tous les 10 ans ou tous les 5 ans selon le législateur. C'est vrai que quand nous avons fait la proposition du projet, le recensement, on a mis REA dans un premier temps, les parlementaires ont ajouté N quelque part, c'est devenu RENA. Je vais mettre l'accent sur le E, le recensement électoral national approfondi, c'était ça, n'est-ce pas?
La classe politique béninoise est caractérisée par la méfiance, le soupçon en tout, et même la défiance de la part de certaines personnes. Donc, ils ont transformé les activités électorales en activités électoralistes. Qu'ils vous souviennent que le général Mathieu Kérékou et l'équipe à laquelle j'appartenais, nous sommes partis en 2006, 4e législature terminée, 5e législature, tout s'est passé à ce niveau-là. 2 membres du Parlement m'avaient accompagné pour la mission à l'étranger. Un a été réélu. Ils connaissaient le dossier. Mais c'est eux qui ont changé le contenu du projet. Je le dis bien, c'est eux qui ont changé le contenu du projet parce qu'il n'est pas normal que les questions relatives aux élections, que ce soit des gens concernés par les élections qui organisent la chose. Les députés sont concernés par les élections. Oui. D'où est venu le COSLEPI, oui. D'où est venu ceci, d'où est venu ceci, etc. Donc, le recensement qui devait être fait avec l'accent mis sur les informations individuelles, personnelles des citoyens, donc des futurs électeurs, on a mis l'accent sur le caractère électoraliste. Donc, le recensement n'a pas donné les bons résultats. Le RAVEC ne devait pas être électoral, administratif, à vocation, bon, on laisse tomber. Donc, un autre essai, ça n'a pas marché. On a tenté 2 ou 3 recensements. La dimension électoraliste a primé. Et le RAVIP est arrivé 2018. J'allais dire, enfin. Les mêmes amis avec qui j'ai discuté il y a quelques jours me disent, enfin, monsieur le ministre, c'est votre projet qui est là, en train d'être exécuté. Et ce n'est pas faux. Et je rends hommage à tous les techniciens, nationaux comme étrangers, qui nous ont aidés à faire le travail. Enfin, c'est là. Les techniciens font un certain travail, les politiques font leur surveillance. Monsieur Goubedji, qui est à la tête du RAVIP aujourd'hui, le mérite bien, parce qu'il était mon directeur technique, affaires juridiques, pardon, directeur des affaires juridiques. Donc, il connaît le dossier. Aujourd'hui, c'est quoi? La liste électorale qui est là, actuellement, n'est pas complète. Il a expliqué aux partenaires partisans. Ce n'est pas complet. Il lui reste quoi? Il a sorti un résidu à partir d'un fichier, à partir d'un registre. Et il a dit, national des personnes physiques. Voilà ce que j'ai. Il manque des informations à contenu élection, oui. Vote, à quel poste, à quel, etc., etc. J'ai besoin de savoir. Et au-delà de ça... Et pour la précision, ceux-là qui sont concernés par cet aspect sont au nombre de 3 500 000 Béninois. Oui, alors que ceux qui sont déjà pratiquement à jour sont moins nombreux. Absolument. 2 millions et quelques. 2 millions, voilà. Donc nous avons encore du travail à faire. Il a du travail à faire. Et le reste des compléments qu'il souhaite apporter, c'est un complément de recensement, un complément de RAVIP systématique, oui. Pour qu'il y ait des nouveaux adhérents, enfin des nouveaux électeurs qui se fassent inscrire. C'est important. Les politiques qui se disent, mais on est inquiet, nous n'avons pas d'autre part, etc. Oui, nous avons été habitués à quelque chose qui n'était pas bien. Avant la 5e législature, ce n'était pas bien. De la 5e législature à la 8e, c'était trop, c'était l'hécatombe. Enfin, nous commençons quelque chose de bien, presque 20 ans ou 23 ans après. Ce n'est pas grave, mais au moins nous commençons quelque chose de bien. Qu'on laisse l'ANIP faire son travail technique, oui. Mais qu'est-ce que les politiques ont à faire? Surveiller. C'est ça. À partir d'eux-mêmes. Éric Martin Sanga, je vais revenir à vous pour le rôle des partis politiques. Notamment, on sait qu'à l'occasion des élections, peut-être pas forcément au Bénin, mais ailleurs, ce qui cause des contestations et qui conduisent à des situations vraiment déplorables, ça part forcément généralement dans la liste électorale. On estime que des gens ont été exclus, que des partisans de tel bord ont été exclus du système ou du fichier électoral et que du coup l'élection n'était pas crédible, etc., etc. Au Bénin, on sait qu'il y a eu beaucoup de polémiques qui ont prévalu autour de la LEPI. Déjà en 2011, ce n'était pas facile jusqu'à ce que la Cour ne dise « bon, on va aux élections avec la LEPI ». En 2015, on se souvient, pour les législatives, de presque toute la cacophonie qui a prévalu autour des 4 pour aller voter. Finalement, aujourd'hui, est-ce que, Éric Martin Sanga, vous avez l'assurance que ce qui se fait là va nous épargner des erreurs du passé et qu'on est vraiment en train de faire une liste qui va être une liste exemplaire? Comme je l'ai dit, nous sommes à l'école, nous sommes dans un cheminement, nous aspirons à aller vers le meilleur. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie et il nous appartient de nous faire confiance et de faire confiance aux personnes qui sont désignées pour accomplir ces différentes fonctions. Il nous revient également à nous, citoyens, d'abord,
de nous assurer de ce que nous sommes présents sur cette liste-là, en nous faisant déjà identifier. Parce que, je dois vous le dire, nous avons encore plein de citoyens qui ne sont pas encore au RAVIP. Voilà. Nous sommes dans un processus qui, à terme, on n'aura plus besoin de générer de nouvelles des cartes d'électeurs pour aller aux élections. Nous irons seulement aux élections avec le carte biométrique, qui est la finalité au fait du processus du RAVIP, je crois. Du RAVIP. Donc, il faut qu'on y travaille, et comme l'a dit le ministre, il faut qu'on soit regardant. Du moment où on doit extraire du RAVIP la liste électorale, ça poserait quelques problèmes, ça fera objet de quelques inquiétudes. Mais ce n'est pas forcément à craindre. Il faut se mettre regardant, dénoncer quand il faut dénoncer, demander un redressement quand il faut un redressement. Vous avez l'impression que nous avons une classe politique suffisamment mature ou mûre qui pense comme ça? Parce que généralement, on écoute parfois certains acteurs politiques, bon, je ne vais pas les qualifier peut-être, mais qui ne suivent pas ce processus. Vous avez l'impression que nos partis, là, maintenant, sont dans cette dynamique? Si je laisse l'expérience d'après les indépendances et que je parle seulement de la conférence nationale, la classe politique béninoise est en train de grainer pendamment là, 32 ans. Si à 32 ans on n'est pas mature, c'est dangereux. Je reconnais que des intérêts personnels, des intérêts politiques, parfois individuels, nous amènent à des écarts comportementaux dignes de l'âge de Mathusalem. Et ça là aussi, il faut le dénoncer. On ne peut pas, on n'a pas, si aujourd'hui on n'est pas responsable, si nous ne savons pas ce que nous voulons, mais laissons le pays aux paysans, laissons le béné aux animaux. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons d'un pays bien gouverné, nous voulons des élections crédibles. Et nous refusons de nous comporter en responsables, de faciliter la tâche à ceux qui sont censés nous faire le travail. Non, je ne pense pas. Nous sommes assez, je crois, que nous sommes assez responsables. Mais il nous appartient d'être conséquents avec les responsabilités qui sont les nôtres pour permettre l'aboutissement de ce processus-là. Alors, parlant des partis politiques, on sait que généralement, les plus grandes grognes viennent des partis qui se réclament de l'opposition. Actuellement, vous avez l'impression, Alain Diou, qu'au-delà du parti FCBE, d'ailleurs, vous allez peut-être nous donner votre cas, vous, au sein de FCBE, mais au-delà du parti FCBE, nos partis politiques sont-ils conscients du rôle qui est le leur aujourd'hui dans l'élaboration de la confession de la LEI? Ils prennent de plus en plus conscience de ce rôle-là. Si on peut parler d'une réforme obligatoire qui doit produire des effets dans quelques années, il s'agit bien de celle-là, pour enfin permettre à la démocratie béninoise de grandir en efficacité. Oui, les partis politiques sont obligés d'intégrer ça dans leur schéma de réflexion. Au niveau des FCBE, nous y travaillons. Les responsables des FCBE sont convaincus depuis de ce qu'il fallait faire. Mais je pense aussi, puis je suis en contact avec d'autres forces politiques de l'opposition, je peux en dire de même pour la plupart des forces de l'opposition, ils ont compris, ces partis politiques-là, que tout en regardant au niveau de l'ANIP, tout en surveillant, la toute première chose, c'est les électeurs dans les villages, dans les communes. Parce que la retouche de la liste électorale commence par les communes. C'est au niveau des communes qu'il faut aller s'inscrire ou qu'il faut aller porter des revendications pour changer des choses, etc. Donc, les partis politiques qui sont normalement représentés sur toute l'étendue du territoire national ont grand intérêt à faire ce travail-là, plutôt que de laisser les chefs des partis seulement au niveau du sommet pour crier. Donc, oui, les partis politiques prennent de plus en plus conscience de leur rôle. Je les invite à prendre vraiment conscience de ce travail-là et de le faire. Sinon, c'est eux seuls, c'est nous seuls de l'opposition qui auront nos yeux pour pleurer. Parce qu'il ne faut pas faire confiance à l'adversaire politique et lui donner un blanc-seing. Non, il faut surveiller depuis la base. C'est quand on a surveillé qu'on est en capacité de dire on a fait ci, fait ci, fait ça, mais les résultats ne donnent pas, etc. Et là, on a des preuves pour crier. En 2010, les acteurs politiques réunis au sein de l'Union fait la Nation à l'époque avaient tellement contesté la LEPI qu'ils ont appelé leurs militants à ne pas se faire enrôler. On connaît la suite, les résultats des élections de la présidentielle. Aujourd'hui, les partis sensibilisent-ils leurs militants, Alain Diou? Au niveau des forces de l'opposition, oui. Ça a commencé au niveau des FCBE. Sérieusement, tous les partis de l'opposition? Non, je dis FCBE.
Au niveau de FCBE, oui. Pour ce que je sais, ce que j'observe sur le terrain et ce que nous faisons, nous avons commencé le travail. Nous avons commencé le travail. Et mon souhait, c'est que cela porte les effets attendus. Éric Martin Sangan, pour la même question, les partis de la majorité présidentielle, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous dormez un peu trop sur vos lauriers, peut-être en comptant un peu trop sur le dynamisme du système en place, puisque de toute façon, vous soutenez les actions du régime et que du coup, vous délaissez parfois les rôles basiques qui sont les vôtres? Je voudrais vous demander de préciser la question. Oui, par rapport... Nous dormons sur nos lauriers par rapport à l'animation de la vie publique. Non, dans le cas des CES, par exemple, la sensibilisation des militants, ça vous revient aussi. Mais vous ne pensez pas que nous, nous sommes nés au fait pour aller à la conquête du pouvoir et l'exercer? Logiquement, comme tout parti. Donc cela va de soi, que cette activité nous préoccupe au plus haut point. On n'a pas besoin de crier sur tous les toits qu'on s'en occupe, ça se fait. Et ça n'a pas besoin de propagande non plus. Ça n'a pas besoin de propagande, ça se fait. Oui, un travail se fait là-dessus. D'accord. Et vous avez l'impression que, parce qu'il y a un téléspectateur, là, je viens de me rendre compte que sa question était là, il demande, et à vous notamment, que de la façon dont vous êtes un peu confiant, que bon, nous sommes sur la bonne voie, tout ira bien. Et si c'était par exemple les acteurs de FCBE ou des démocrates, dit le téléspectateur, qui étaient aux commandes par exemple, enfin peut-être conformément à une certaine loi qui aurait existé, qui aurait permis ça, est-ce que vous seriez autant confiant? Oui, si nous sommes dans le même contexte qu'aujourd'hui, nous serons confiants. Cela n'empêche que nous serons regardants. Cela n'empêche que nous allons les surveiller. Mais nous n'avons qu'à être confiants. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire confiance, de ne pas faire confiance aux institutions que nous nous sommes nous-mêmes données. D'accord. Et quelle est la participation attendue des citoyens eux-mêmes, Alain Déhou? Vous savez, le président Talon a réussi une chose. Je lui tire chapeau pour ça. Très bien. C'est d'avoir élargi la base des opposants à son régime. Son opposition aujourd'hui est représentée par le peuple. La plus grande opposition de Patrice Talon, chef de l'État, c'est au niveau de la population. Ah bon? D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qui vous permet de mesurer ça? Expliquer au peuple que s'ils veulent, si les électeurs veulent que leur ressenti, leurs sentiments négatifs par rapport à la gestion du pays apparaissent dans les résultats, qu'ils sachent que c'est depuis les inscriptions sur les listes électorales que cela commence. Et ce travail, c'est le travail des acteurs de l'opposition. C'est vrai que ça ne revient pas particulièrement aux mouvanciers, parce qu'eux, ils peuvent dormir sur leur laurier, ils contrôlent tout le système. Et puis, nous ne contrôlons pas le système. Les partis, en réalité, on devait faire une distinction entre les administratifs ou les politiques qui dirigent et les partis politiques qui soutiennent, non? On devait faire une distinction, non? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah bon? Ah oui, ce n'est pas le cas. Donc, non, simplement, moi, je dis que oui, les acteurs de l'opposition, c'est nous qui avons du pain sur la planche. C'est nous qui avons du pain sur la planche. OK? Qu'est-ce que nous devons faire? Utiliser le sentiment général d'opposition que nourrit le peuple vis-à-vis du régime actuel pour leur faire comprendre que s'ils ne veulent pas une telle couleur de parlement, il faut que... Ce n'est pas en restant dans la rue ou en sortant, en brûlant des pneus. Non, c'est en allant s'inscrire sur les listes électorales depuis la commune. Et après, c'est du travail presque scientifique, méthodique, organisé. Et les partis politiques de l'opposition gagneraient à organiser ça. S'ils ne le font pas, le jour des résultats, mais ils auront simplement à applaudir ceux qui auront gagné. C'est tout. La participation des citoyens eux-mêmes, parlons-en à Éric Martin Sangan. Le ministre Adéhou était jusque-là technicien, technocrate, mais il a fait une escapade politique. Il a fait une escapade politique, c'est normal, je le lui reconnais. Je voudrais quand même repréciser que le peuple n'est pas aussi opposant que ça. Mais c'est normal que le ministre les classe veuille les avoir avec lui, parce que c'est bientôt les élections. Il aurait bien aimé que l'opposition l'emporte. C'est vrai. Travaillons-y. Que chacun, en ce qui le concerne, travaille à sensibiliser les citoyens, ce n'est pas les militants, d'abord les citoyens, à leur faire comprendre que leur première arme d'expression, c'est déjà d'être sur la liste électorale pour pouvoir avoir le droit d'aller dire
oui, nous sommes d'accord pour ci, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Donc, il faut qu'on y travaille. Le travail ne revient pas qu'à l'opposition, parce que nous, si on le laisse, comme ils sont en train de le chanter là, ils veulent nous dribbler et on ne va pas leur permettre de nous dribbler non plus. Donc, c'est de bonne guerre. Donc, autant ils sont debout, autant nous sommes debout, nous nous regardons. Et au terme, déjà dans la deuxième ou la troisième semaine du mois de janvier 2023, nous ferons le point, nous verrons si réellement il y a une forte propension du peuple qui est devenu opposante au régime ou au président Talon. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP a précisé qu'on va redonner la parole au peuple pour une période d'1 mois afin qu'il puisse apporter les clarifications. Chaque citoyen devrait aller dire voici là où je voudrais voter, voici les informations complémentaires dont on a besoin. C'est le moment peut-être de dire aux citoyens de s'apprêter et en son temps de vraiment se déplacer, non? Oui, mais c'est pas un nouveau développement, ça se fait pratiquement à l'approche des élections. Est-ce que les gens bien sûr, par le passé avec le COSLEPI et ses démembrements. Parce que le citoyen est libre de changer de bureau de vote en fonction de sa position géographique actuelle. Je suppose que hier, il a voté à Tchougou et qu'aujourd'hui, ses contraintes du moment l'oblige à rester à Cotonou, c'est normal qu'il dise « moi, je veux voter à Cotonou ». Et c'est un exercice qu'on fera souvent. À chaque fois que nous serons proches des élections, l'instance en charge de gérer la liste doit devoir faire cet exercice-là pour recadrer, pour réorganiser, pour permettre à tous les citoyens, à tous les électeurs de pouvoir se retrouver dans un bureau de vote et de voter. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, les citoyens le savent, les Béninois le savent, ils savent qu'ils ont intérêt à aller le faire. Moi, je ferai en tout cas ce qui est pour ma part, et je demande à chaque citoyen, à vous-même d'aller le faire, et de dire à ceux qui sont autour de vous, de bien vouloir accomplir cette obligation républicaine. C'est ça. On va évoluer, si vous le voulez bien, en sortant du pays. Nous voudrons, je voudrais qu'on puisse dire un mot sur ce conflit qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine. On sait que derrière l'Ukraine se trouvent beaucoup de pays de l'OTAN, de l'Europe, etc. Alors, Alain Diou, lorsque vous voyez un peu la posture qui est celle des États africains, on sait qu'à l'occasion du vote de la résolution de l'ONU pour une offensive contre la Russie, 17 pays africains se sont abstenus. Dans le Sénégal, par exemple, se sont abstenus de voter, surtout de dire oui, on y va. Est-ce que ça traduit un certain soutien derrière le président Vladimir Poutine, selon vous? Pourquoi pas? Je ne sais pas si je dois répondre oui, mais si c'était oui, j'allais dire mais pourquoi pas? Vous savez, la situation que vit l'Europe, disons ça comme ça, l'Europe et les Occidentaux qui rejaillissent sur l'Afrique est une situation de géopositionnement, des forces. On n'a pas le temps d'aller dans le détail. Mais ce qui s'observe aujourd'hui, c'est que hier, si le bloc de l'URSS est tombé avec le pacte de Varsovie, l'OTAN est encore là en face, la Russie n'est pas assurée, et si hier la Russie pouvait aller jusqu'au niveau de Cuba pour inquiéter les États-Unis, aujourd'hui, et demander aux États-Unis, mais vous, si vous voulez que je quitte le Cuba, quittez Erdogan, voilà, la Turquie. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein, le pacte de Varsovie est tombé depuis l'URSS et l'Ukraine dit, je vais entrer dans l'OTAN, alors que l'Ukraine est à la porte de la Russie, etc. Donc la Russie s'est sentie menacée. D'accord? Et ça, c'est le premier point important. Le deuxième, c'est la Chine. La Chine qui grandit ou qui a déjà grandi. Il y a presque 50 ans, en 1973, Alain Perfit, un politique et un technicien, un auteur français, avait écrit un livre. Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Nous y voilà. La Chine, la Russie, l'ONU, qui est un décor où les gens vont s'amuser. Et les États africains suivent. Et c'est ça. Vous avez vu, nous avons vu comment la Chine s'est développée en comptant sur elle-même, sur sa culture, que les Africains prennent conscience de ça aujourd'hui. Construisons l'Afrique à partir de nous-mêmes. Si jamais quelqu'un pouvait dire, quand les Africains vont se réveiller, le monde va trembler.
et que nous travaillons effectivement à cela, oh, je serais déjà parti, mais je serais heureux de l'autre côté. C'est ça. Éric Martin-Sangan, quelle est votre lecture de la poursuite des États africains justement face à ce conflit? Le ministre a pratiquement tout dit. Vous savez, l'Ukraine, en réalité, n'en est pour rien dans ce conflit. L'Ukraine n'en est vraiment pour rien. Il y a un adage de chez nous qui dit que quand deux éléphants se battent, c'est les zèbres qui en souffrent. L'Ukraine est aujourd'hui l'être qui est en train de souffrir de cette bagarre entre deux éléphants en réalité. Il y a d'une part les États-Unis, les Européens, l'OTAN, qui s'emploient à conserver les positions qu'ils avaient acquises depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout à les consolider. À les consolider. À prendre du terrain. Voilà, donc ils se disent toujours indétrônables, on ne doit pas les déranger, on ne doit pas les titiller. Mais dans le même temps, eux, ils ont tendance à les piétiner, à entrer sur la plate-bande des autres. Vous ne voyez pas qu'un État structuré, un État organisé ne puisse pas l'accepter. Je me rappelle, dans les années des années 90, Reagan avait ordonné qu'on tire sur la Libye. Oui. Et Kadhafi lui a répondu. On répond à la violence par la violence. À l'époque, la Libye était capable de répondre. Cette Libye-là, aujourd'hui, qu'est-elle devenue? Il faut réellement que nous, Africains, nous prenions conscience, que nous nous éloignons même complètement de ce conflit-là, et que nous mettons le temps à profit pour mieux nous structurer, mieux nous organiser. Mais s'il faut qu'on se renferme, qu'on observe une autocratie volontaire, qu'on l'observe, et que demain nous puissions leur dire, nous voulons devenir une puissance, nous sommes en passe d'être une puissance vis-à-vis de vous. Est-ce qu'ils ont pu? J'en viens. Dans les années 2010-2011, on les a vus en Côte d'Ivoire. Oui. Mais pourquoi ils n'ont pas attaqué la Russie aujourd'hui? Ils sont là, ils regardent, ils prennent des résolutions et tout ça. Pourquoi ils n'ont pas pris de résolutions pour aller défendre l'Ukraine, qui est en train d'être envahie? Ils ont expliqué clairement que c'est une puissance nucléaire. Autant que la France, par exemple, c'est un... Qu'est-ce qui est une puissance nucléaire? L'Ukraine? Non, la Russie. Et qui n'ont pas vraiment envie d'aller déclarer la guerre à la Russie. Justement, quand les puissances nucléaires entrent en conflit, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et les États qui ne sont pas puissances nucléaires, mais qui sont riches en matières premières, on peut en faire ce que nous voulons. Il faut que nous, Africains, nous prenions conscience de cet état de choses et que nous commencions par nous comporter en conséquence. Moi, chef d'État, je n'opinerai pas, je ne donnerai pas d'avis, je ne vais même pas m'abstenir. Je dis, ce n'est pas mon débat, gérez vos histoires là-bas. Moi, je m'occupe de ceux qui me regardent dans mon pays, c'est tout. Mais le Bénin a voté oui à la résolution de l'ONU. Allez, on dit où? Ce que je n'ai pas compris. Ah bon? C'est tout, c'est toute ma réponse. Ça vous a choqué? Bon. En tout cas, ça ne m'a pas laissé indifférent. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas compris. J'aurais bien voulu la position du Sénégal. Mais je n'ai pas compris. La meilleure position, c'est s'abstenir. Ce n'est pas notre conflit. Ce n'est pas notre conflit. Mais on soutient. On soutient surtout les pauvres, les petits qu'on est en train de tuer. Vous avez vu, si c'était notre affaire, il n'y aurait pas autant d'Africains à la porte de la Pologne, dans le froid. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est à suivre de près. Mais on est loin de la réalité. Ce sont les chefs d'État qui doivent se préoccuper de ça. Non, 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 je pense qu'il fallait s'abstenir de soutenir. Il fallait rester dans sa position, dire, bon, écoutez, on n'a pas de position. Bon, mais c'est déjà fait, c'est pas grave. Vous savez, il y a toujours des contraintes. On n'est pas informé, en tout cas moi je ne suis pas informé, des contraintes qui ont pesé sur la décision du chef de l'État du Bénin. Bon, il a voté, le Bénin a voté, d'accord, mais c'est pas grave. C'est ça. Sur cette question, Éric Martin-Sangan, est-ce que les dernières actualités, peut-être très peu reluisantes au plan sécuritaire du Bénin, peuvent expliquer un tel vote? Je ne voudrais pas apprécier. Comme l'a dit le ministre, c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement béninois qui a décidé de soutenir ça, de voter oui. Moi, je suis un citoyen, je suis un acteur politique. J'ai donné mon point de vue. Si j'étais au gouvernement, c'est le comportement que moi, je vais avoir. Je ne dis pas pour autant que le gouvernement n'ait pas des raisons propres que nous, citoyens ordinaires, ne connaissons pas, pour aller vers cet état de choses. Ça, là, je suivais mon regard et lisais ce que je suis en train de lire là. Maintenant, quant à ce qui concerne le conflit, je pense que nous avons une armée structurée, une vieille armée,
qui est quand même assez capable de combattre ces petits voyous. Donc, je ne pense pas que ce soit réellement ça, même si cela pourrait entrer dans la balance, je crois que ce ne serait pas ça. On n'a pas besoin de ça. Il faut constater d'ailleurs que depuis le déclenchement de cette crise ukrainienne-là, les attaques djihadistes sont réduites à leur plus simple expression. Il n'y en a pratiquement plus. Allez-y, lire quelque chose, allez-y comprendre quelque chose. Alain Diou, vous entrevoyez un bout de tunnel à ce conflit dans un contexte où les pays de l'OTAN, l'Europe, décident de fournir des armes à l'Ukraine pour combattre. Vous pensez que ce conflit va finir très vite? Non. Non, s'ils fournissent des armes à l'Ukraine, ça va être difficile. Je ne sais pas s'ils vont fournir des armes à l'Ukraine. En tout cas, l'Ukraine n'appartient pas, n'est pas membre de l'OTAN. Donc, il y a une grande décision. Ils ont décidé de fournir des armes, de ne pas envoyer des troupes. Bien sûr, bien sûr. Donc, s'ils fournissent, je crois que ça va énerver davantage Poutine et il va chercher à en finir avec. C'est ça. Voilà. Et à réannexer l'Ukraine. Comme Eric l'a dit, hein, je m'excuse, l'Ukraine, sa malchance, c'est d'être le voisin immédiat de Poutine. Mais le président ukrainien, le monde aujourd'hui... Il est dans une posture de défiance totale. Qui ça? Le président ukrainien, oui. Vladimir Zelensky. Oui, parce que jusque-là, les Volodymyr Zelensky, plutôt. Oui, n'oubliez pas que... Comment est-ce qu'il est arrivé? Oui. Il est soutenu par qui? On lui donne la confiance. Bon, et quand les gens constateront que c'est pas si évident que ça de gagner contre la Russie, eux, ils vont rester dans leur... Ils ont tous dit qu'ils ne vont pas envoyer des gens au sol. D'accord? Ils n'enverront pas au sol. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, eux? C'est vendre leurs armes. C'est vendre leurs armes. Je dis bien vendre leurs armes. Ils ne veulent pas donner ça à l'Ukraine. Hein. Ils peuvent lui dire, mais on te vend ça à crédit. Mais tu paieras tu paieras après. C'est quand même vendre. La Russie ne va pas acheter. Elle n'en a pas besoin. D'accord? Donc, c'est une guerre disproportionnée. Et je crois que la meilleure formule, c'est d'aller négocier pour calmer le jeu. Ceux qui meurent sont les petites gens en Ukraine, pour le moment en tout cas. Quelques militaires. Mais il faut négocier tout de suite. Ouvrir des couloirs, s'entendre avec la Russie. Ne pas compter sur les Occidentaux. Ils ne suivent, ils ne vous accompagnent que lorsque leurs intérêts sont largement couverts par vous. Donc, que l'Ukraine fasse attention. D'accord. Éric Martin-Sangan, vous voyez une paix venir très vite dans la posture qui est celle... à la fois de Vladimir Poutine, des États-Unis d'Amérique, de l'Europe? Je suis très sceptique. Je suis déjà très sceptique par rapport à ce vœu pieux, à cette posture. Ne veut pas envoyer de troupes, mais on peut quand même envoyer des mercenaires. Oui. Voilà. Parce que quand vous envoyez des hommes, des armes, il faut quand même des moniteurs, il faut des gens pour apprendre aux gens à tirer. Donc, je suis sceptique par rapport à cette posture-là. Et je rejoins le ministre en disant que ça risquerait d'embraser complètement le conflit et d'aller à la réalisation de ceux dont ils avaient déjà accusé la Russie, à l'effacement de l'Ukraine de la carte mondiale. Parce que la Russie finira par annexer l'Ukraine. La Russie est partie pour gagner ce conflit. Et rien ne l'en empêchera, il va gagner ce conflit. À moins qu'à un certain moment, les gens ne prennent raison et qu'on ait la paix des braves, que l'Ukraine reconnaisse sa place, que l'Ukraine dise, bon, je renonce à l'OTAN, je ne fais plus une peuple ici, et que cette affaire-là s'arrête. Merci. Merci à vous. Éric Martin-Sangan, vous êtes acteur politique, membre du bureau politique du parti l'Union progressiste, juriste consultant. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci, cher ami. Merci. En face de vous, il y avait Alain Diou, ancien ministre chargé des relations avec les institutions sous le président Mathieu Kérékou, actuellement membre du parti Force Kouri pour un Bénin émergent. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été là. C'est moi. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis de bout en bout.